Allez, c'est parti. On y va. On est nombreux ce soir, c'est cool. Bonsoir et bienvenue pour cette 136e édition du Pôle Info Santé. Rendez-vous compte, ce rendez-vous a été créé en 1993. C'est historique, en fait, et on est toujours là. Depuis le début, l'objectif de ce rendez-vous, c'est de permettre une rencontre simple et directe entre le public, vous, et des médecins, des chercheurs du CHU de Poitiers sur des thèmes de société, des thèmes qui intéressent le grand public. Et donc, comme d'habitude, ce soir, vous pourrez poser toutes vos questions pendant la soirée, à la fin de la première partie ou de la deuxième partie. Soit à ce moment-là, vous m'appelez, moi je viens avec le micro, vous attendez bien le micro parce que tout est enregistré pour que ce soit diffusé sur YouTube. Donc il faut que le micro soit bien présent. Soit vous avez normalement des petites fiches aussi, des petits papiers pour noter vos questions. Vous me faites un signe, je prends et je pose la question à votre place sans problème. Ce soir, nous allons parler sport. Année olympique oblige, mais pas vraiment sport de haut niveau. On va parler plutôt pratique sportive qui permet de se garder en bonne santé, quoi. Le sport santé. Voilà. Reste à savoir évidemment quel sport pratiquer, comment s'y mettre quand on n'est pas vraiment habitué, quels sont les bienfaits pour le corps. Mais aussi les effets indésirables, comme tout bon médicament. Et puis, on va se demander quel sport pratiquer quand on est atteint d'une maladie chronique. On va en aborder quelques-unes. Pour répondre à ces questions, et à beaucoup d'autres encore, nous accueillons ce soir deux médecins du sport du CHU de Poitiers, et Dr Laurence Mille et Marie Guillemot-Léquipé. Merci d'être là, bienvenue. Et avant de commencer, je voulais juste vous signaler que cette conférence Pôle Info Santé s'inscrit dans un cadre plus large. Il y a une exposition qui va démarrer le 8 mars, ouverture au grand public le 8 mars, qui s'appelle Mouvement, le corps en action. Donc là aussi, on parle sport santé. Et aussi, je vous signale la sortie du dernier numéro de l'Actualité Nouvelle-Aquitaine, qui s'intéresse au corps en mouvement aussi. C'est l'année olympique, ça c'est le truc, on parle. Alors, je signale aussi, deux dernières choses. Il vaut mieux éteindre ou mettre vos téléphones portables en silencieux, ça déjà. Et je vous signale aussi que ce soir, fait exceptionnel, nous avons deux interprètes de langue des signes pour ce Pôle Info Santé. Dr Mille, nous allons commencer tout de suite avec vous en parlant justement des bienfaits du sport, de recommandations de l'OMS, un peu d'historique, du sport sur ordonnance, quelques conseils pratiques. Je vous laisse la parole jusqu'à 19h à peu près, 19h05, 10. C'est à vous. Ça démarre ? Bonsoir à tous. Bon, ça marche ? Je crois que ça ne marche pas. On n'entend pas bien. Non, là, on ne peut pas faire plus près, c'est vrai. J'ai l'impression que... Non, bonsoir à tous. Voilà, c'est bon. Il était en mute. Merci d'être venus si nombreux. Juste avant l'ouverture des Jeux Olympiques, ça a été une bonne idée. Et surtout, je trouve que ça nous fait très plaisir parce qu'on voit que le message au sujet du bienfait de l'activité physique commence à sensibiliser le public. Et donc, il y a urgence quand même à s'y mettre. Je remercie l'organisation de nous avoir invités et de nous accueillir à cet espace Mendes France. Donc, on m'a dit les bienfaits donc, de l'activité physique et sportive pour la santé. Nous savons tous que les maladies cardiovasculaires sont la première cause de décès dans le monde, et en France notamment. Et nous savons tous aujourd'hui que notre mode de vie moderne est favorable à la sédentarité,
le surpoids, l'obésité. Le chemin a été très long, très très long, pour prouver les bénéfices de la thérapie préventive, primaire, secondaire et même tertiaire de l'activité physique pour les maladies non transmissibles. Ce chemin a été très long, mais il a abouti à une certaine législation et on va voir un peu le parcours. Je voulais mettre une diapositive pour nous présenter. Donc, nous sommes praticiens hospitaliers au CHU de Poitiers, nous sommes médecins du sport dans une unité sport-santé. Donc, l'unité sport-santé, elle est vouée à proposer une prise en charge curative et préventive de toute personne pratiquant une activité physique ou voulant pratiquer une activité physique. Donc, je suis le docteur Laurence Mille, il y a Marie Guillemot-Léquipé et Mathieu Autin. Nous sommes maintenant 3 médecins du sport à présenter des consultations de médecine du sport, traumato du sport, de nutrition, micronutrition et d'ostéopathie médicale. Et nous sommes entourés d'un comité de pilotage. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons un correspondant PH, un ou deux, quelquefois plusieurs, dans chaque spécialité pour le besoin d'un avis spécialisé. En orthopédie, en cardiologie, voilà, nous avons la possibilité, nous avons des correspondants qui jouent le jeu et lorsqu'on a besoin d'eux pour un avis rapide, on a des rendez-vous privilégiés. Un exemple pour un sportif blessé, l'objectif, c'est d'écourter le plus possible son temps d'indisponibilité sportive, parce qu'il ne va pas reprendre ou il va abandonner, et d'optimiser la prise en charge au départ d'une blessure, ce qui va faire sa récupération, et un retour au même sport, même niveau. C'est notre leitmotiv quand on prend en charge nos sportifs pour un retour au même sport, même niveau quand il y a un problème. Alors, que s'est-il passé de la préhistoire à nos jours? De l'homme sportif chasseur, mais à faible espérance de vie, à l'intelligence sédentaire, à forte espérance de vie. Nous allons faire un tour dans l'histoire. Rassurez-vous, je ne vais pas partir de la préhistoire jusqu'à maintenant, mais parler de dates clés un peu importantes qui ont montré l'évolution. Donc vous voyez que dès l'Antiquité, on va parler d'Hippocrate, qui est le père de la médecine. Dès l'Antiquité, Hippocrate, dans ses essais, parlait de l'exercice comme facteur d'équilibre. Hippocrate, on est à moins 400 avant Jésus-Christ. Aristote, disciple d'Hippocrate, continue avec les mêmes notions, en conseillant la gymnastique et en évitant les excès. Là, on est un siècle plus tard, on est à moins 300. Sans support physiologique. On ne connaît pas encore bien, pas du tout d'ailleurs, la physiologie, elle est au point mort, puisque à cette époque, il constate en observant des cadavres que l'air arrive bien dans le poumon, mais ensuite arrive dans le cœur, et du cœur part dans les artères pour arriver aux organes. Donc à l'époque, on pense que l'air est dans les artères. C'est ce qui était évoqué dans l'école d'Alexandrie. On arrive au 1er siècle, Galien va prouver, lui, que les artères contiennent du sang et que c'est bien le sang qui va arriver aux organes, le sang oxygéné. Il continue, c'est un disciple d'Hippocrate, il continue avec les mêmes notions, en étant disciple également de Juvénal et sa sentence mens sana in corpore sano. Et il va également faire la promotion de la gymnastique dans le cadre de la médecine curative et préventive. Ça va commencer. Et ensuite, on a une longue période de glaciation. C'est pour ça qu'on va vite arriver au XXe siècle, vous allez voir. Une longue période de glaciation des connaissances jusqu'à la Renaissance, le XIVe siècle, puis la révolution des idées médicales va se mettre en marche jusqu'au XIXe siècle, où les États-nations vont investir la gymnastique. En fait, les pays pionniers du bienfait de l'activité physique, enfin de l'exercice, de la gymnastique, sont la Suède, la Norvège, le Québec.
Mais en fait, les expérimentations, ce sera les expérimentations réalisées dans les salles de gymnastique des universités américaines qui vont commencer à donner les premiers substrats scientifiques du bienfait de l'activité physique sur le corps. Au cours de la première partie du XXe siècle, donc la physiologie va enfin se développer, et se développer à grande vitesse, grâce également aux autres spécialités, la physique, la biochimie, l'histologie. Et un médecin français, Ferdinand Lagrange, va déclarer que seule la physiologie peut nous donner ces notions premières. Ainsi, le concept de médecine du sport naît de la Belle Époque. Mais l'impact de l'activité physique sur la santé restera son pendant longtemps et largement discuté et contesté pendant des décennies et des décennies. Et discuté et contesté par nos propres sociétés savantes, par nos propres scientifiques, par la médecine de l'époque. L'enjeu central va arriver autour des années 1960 dans la prévention des maladies de civilisation, parce que va se développer les maladies de civilisation, c'est-à-dire les maladies cardiovasculaires, les cardiopathies, les AVC, les maladies métaboliques, le cholestérol, le diabète, le surpoids qui va commencer à venir, les maladies auto-immunes, l'organisme qui fait des anticorps contre le propre corps, et les maladies dégénératives, les démences. Les études continuent pour prouver les bienfaits de l'activité physique, notamment une étude des années 50 par un épidémiologiste anglais, c'est le docteur Morris, qui a voulu répertorier les infarctus survenus, comparer le nombre d'infarctus survenus chez les chauffeurs de bus, donc en Angleterre, et les contrôleurs de bus. Et donc il conclut, en les répertoriant, qu'en fait, les contrôleurs de bus font 2 fois moins d'infarctus, et des infarctus en plus moins sévères. Des milliers d'études vont arriver, des multiples rapports d'expertise, une littérature de plus en plus abondante pour enfin prouver à nos sociétés savantes l'intérêt de l'activité physique et l'intégration de cette activité physique dans notre mode de vie. Donc, les bienfaits de l'activité physique et sportive vont être prouvés sur les processus, avec toutes ces études, sur les processus cellulaires, tissulaires, neuronales, musculaires, osseux, métaboliques, glucides, lipides, protéines, les hormones et les maladies de civilisation. J'ai rajouté cette diapositive, donc vous avez reconnu un brin d'ADN, pour vous dire que même récemment, donc quand je dis récemment, c'est il y a moins de 20 ans, je pense, a été démontré les bienfaits de l'activité physique jusqu'au plus profond de nos gènes. C'est-à-dire que l'activité physique est capable de réveiller des gènes en sommeil, qui donc vont être réactivés et codés pour des protéines, des enzymes, et améliorer les métabolismes. La sédentarité, les constats. La sédentarité est le 4e facteur de mortalité précoce au niveau mondial, selon les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé 2011. Elle est en perpétuelle augmentation depuis la seconde moitié du XXe siècle. Elle progresse avec une incidence majeure sur la prévalence des maladies non transmissibles et la santé générale des populations. Les maladies non transmissibles, en fait, dans les affections entraînant des décès, il y a 3 catégories. Il y a les maladies non transmissibles, qui sont listées, là on va voir. Les maladies transmissibles avec les infections, la tuberculose, le palu, le VIH, et les traumatismes directs, les décès violents par traumatisme. Donc, dans maladies non transmissibles, on note les maladies cardiovasculaires, 30% seraient liées à l'inactivité, les cancers, les maladies respiratoires chroniques, le diabète. Un communiqué de presse récent du 9 décembre 2020 par l'OMS indique que les maladies non transmissibles représentent désormais 7 des 10 causes de décès dans le monde.
en augmentation par rapport à 2000, parce qu'il y a eu cette même étude en 2000 qui montrait qu'elle représentait que 4 des 10 causes en 2000. Cela montre encore l'urgence d'une amélioration des soins de santé primaire. Les maladies cardiaques restent la principale cause. Le diabète et la démence entrent dans le top 10, on va dire ça comme ça. La maladie rénale également entre dans les 10 premières causes. Le nombre de décès imputables au diabète a augmenté de 70% dans le monde. Nous sommes en pleine épidémie mondiale de diabète, de surpoids et d'obésité. C'est une pandémie, je pense. Les gens vivent plus longtemps, l'espérance de vie a augmenté, donc tout le monde le sait, mais sont plus touchés par les incapacités. La sédentarité touche la moitié ou les 2/3 de la population européenne, 70% en France. Donc j'ai fait un petit schéma pour montrer sur chaque organe un peu les conséquences de la sédentarité. Donc là, en fait, c'est très petit, j'arrive pas à le lire, moi. Donc au niveau du cerveau, donc va entraîner une mauvaise oxygénation, la circulation sanguine, formation de varices et de caillots. Voilà. Le poumon, ça va être responsable d'essoufflement, d'insuffisance respiratoire. Au niveau du cœur, d'insuffisance cardiaque, le pancréas, du diabète et les articulations. Plus une articulation est immobilisée, eh bien, plus elle va s'user. D'où un programme mondial de promotion de la santé par les activités physiques et sportives. Reconnaissant le poids prépondérant des maladies non transmissibles, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté en 2011 une déclaration politique sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles. Il s'agit du deuxième problème de santé publique à faire l'objet d'une réunion de haut niveau, 10 ans après celle consacrée au VIH. Et une action sur la prévention des facteurs de risque, tabac, alcool, mauvaise alimentation et sédentarité. La sédentarité est un fléau, une épidémie lente qui tue. Ça, ce sont les conclusions de nos experts français, particulièrement. Nos enfants ont perdu en 40 ans un quart de leur capacité cardio-respiratoire. Le collégien mettait 3 minutes pour faire 600 mètres. Aujourd'hui, il en met presque 4. Les personnes âgées sont en augmentation. Elles vont passer de un quart en 2015 à un tiers en 2040. Et nous avons aujourd'hui 12 millions de malades chroniques, c'est-à-dire 12 millions de patients qui sont en ALD, qui ont une affection de longue durée. Il y a 30 affections de longue durée. 12 millions, c'est le chiffre de 2020. En 2008, il y avait 8 millions de malades chroniques, sachant que la population en 2008, population générale, était d'à peu près de 64 millions et qu'aujourd'hui, elle est de 67 millions. Un Français sur 2 est en situation de problème de poids. Un Français sur 2, c'est-à-dire 31% en surpoids et 17% en obésité. En France, à ces constats de santé, on note une réelle évolution au sein de la médecine du sport où va se développer la médecine de l'homme en mouvement ou la médecine des activités physiques. L'INSERM y a consacré une expertise collective en 2008 en ayant récupéré plus de 1800 documents. Donc il a fallu attendre 2008 pour avoir des actions en France contre la sédentarité. Le ministère de la Santé a commandé un rapport intitulé « Programme national de prévention par les activités physiques et sportives ». Mais c'est surtout la publication de la loi sur les objectifs de la politique de santé de 2015 qui reconnaît la contribution d'une pratique régulière des activités physiques et sportives à la santé publique. La sédentarité ou inactivité physique, c'est un état dans lequel les mouvements corporels sont réduits au minimum et la dépense énergétique est proche du métabolisme de repos. C'est-à-dire, si on reste assis plus de 3 heures par jour, il y a de la sédentarité. C'est une absence d'activité, mais aussi des occupations comme regarder la télé, travailler sur ordinateur, les activités intellectuelles. La sédentarité associée à l'augmentation de l'espérance de vie
et les facteurs péjoratifs de l'environnement contribuent à l'augmentation des pathologies chroniques. L'augmentation du risque de mortalité est de 30% chez les personnes sédentaires. Quelques définitions. La définition de la santé, c'est un état de complet bien-être physique, mental et social. Donc ce n'est pas l'absence de pathologie. L'activité physique, c'est un mouvement corporel produit par la contraction des muscles et entraînant une augmentation de la dépense énergétique par rapport à la dépense de repos. L'activité physique adaptée, APA, voilà, j'ai mis les abréviations parce qu'on va réutiliser les termes après, on va dire adapté, adapté au goût, aux besoins et surtout adapté aux capacités des pratiquants qui ont une pathologie chronique ou une maladie chronique. Le sport, c'est une forme d'activité physique avec des règles qui ont pour objectif l'amélioration de la condition physique, psychique ou l'obtention de résultats en compétition tout niveau. Les recommandations de l'OMS. Pour le jeune enfant, les recommandations sont 1 heure d'activité physique par jour, y compris dans l'activité physique, par exemple, le temps que peut prendre l'enfant pour aller à l'école à pied, par exemple, tout en sachant qu'aujourd'hui, ils ne vont plus souvent à pied. Donc on a vraiment un manque de temps d'activité physique. Donc activité physique d'intensité modérée en endurance, c'est les recommandations, c'est l'activité d'endurance. J'expliquerai un petit peu après, faire la différence entre la moyenne intensité et la grande intensité. Pour l'adulte, les recommandations pour le maintien de la santé, pour les bénéfices de l'activité sur la santé et les maladies, c'est 150 minutes par semaine qu'on peut effectuer par plage de 30 minutes, 5 fois par semaine. Une activité physique d'endurance également, d'intensité modérée. Il peut y avoir des nuances. Bon, l'endurance doit être pratiquée par période d'au moins 10 minutes. Donc si on n'est pas capable de faire 30 minutes d'endurance, on peut le faire en 3 fois. C'est beaucoup mieux de faire régulièrement, presque tous les jours, plutôt que de faire les 150 minutes directement le samedi ou le dimanche. Le bénéfice ne sera pas le même pour la santé. Donc, pour des bénéfices en plus, eh bien, c'est du temps d'activité en plus. Donc, les recommandations également chez l'adulte, en plus de cette activité d'endurance, sont le renforcement musculaire qu'il faut envisager 2 fois par semaine. Pour la personne un peu plus âgée, c'est la même chose, mais il faut travailler aussi l'équilibre. Et s'il n'y a pas possibilité d'être aussi actif que possible, le peu qui sera fait sera bon pour la santé. En France, la loi de modernisation du système de santé, la loi avec son décret d'application en 2017, va permettre aux médecins traitants de prescrire une activité physique. D'où le titre au départ du topo, puisque l'activité physique apparaît comme un médicament, donc non chimique. Cette loi reconnaît le sport santé. Donc on est en 2017, on a quand même des milliers et des milliers d'études derrière et des décennies de recherche avant d'arriver à cette législation. Et cette loi va simplifier aussi le certificat médical de non-contre-indication au sport, qui a encore été simplifié après plusieurs fois. D'ailleurs, l'enfant n'a plus besoin de certificat médical pour pratiquer du sport dans un club ou une association sportive. La promotion de l'activité physique doit devenir une grande cause nationale. Donc vous avez vu l'urgence par rapport au dernier communiqué de l'OMS de 2020. Les individus modérément actifs vivent 6 ans de plus que les sédentaires. Et ceux actifs réguliers vivent 3 ans de plus que ceux modérément. Donc il y a 9 ans de différence entre le sédentaire et l'actif régulier. Les bienfaits de l'activité physique et sportive, donc j'ai fait un petit listing. Bien sûr que tout ce qui est énoncé là a été démontré par les travaux, les études et les travaux scientifiques. Donc l'activité physique favorise le développement harmonieux du corps, prévient les maladies cardiovasculaires, que le sujet ait ou non des antécédents cardiaques. Lutte contre la fatigue, le stress, améliore la qualité du vieillissement, augmente l'espérance de vie, limite et recule la date
de dépendance des anciens, réduit le risque de mort prématurée des maladies cardiovasculaires, diminue la tension artérielle, la dépression, l'anxiété, les douleurs rachidiennes. Quelques notions sur les dépenses énergétiques, faibles, le sommeil, le repos allongé, l'activité assise. Les dépenses énergétiques moyennes, donc l'activité d'intensité moyenne, l'activité minime debout, faire ses courses avec un caddie, l'activité de vélo à 20 km/h quand même. 20 km/h, c'est quand même bien soutenu, je trouve. Et les activités importantes avec les sports collectifs et puis certaines professions, dans le bâtiment notamment. Les effets de l'activité physique et sportive, donc j'ai fait un autre schéma pour pouvoir vous montrer en gros sur l'organisme un peu fléché comme ça fait un peu plus, ça attire un peu plus l'attention peut-être. À noter, vous voyez dans les pourcentages, on a une diminution de 40% à peu près des cancers du sein, des cancers du côlon et des rechutes de cancer. C'est-à-dire que quand on est en rémission complète d'un cancer, après un traitement qu'on est considéré en rémission complète, le fait de poursuivre une activité physique régulière va diminuer largement les rechutes possibles. Un petit graphique montrant, à l'issue d'une étude, la relation entre la mortalité toute cause et le nombre de minutes d'activité physique réalisées par semaine. Donc on voit bien le décrescendo. Les effets de l'activité physique et sportive, je vous ai fait un tableau, un listing un peu pour vous montrer que tout ça vient des études scientifiques qui ont été réalisées et qui ont prouvé les bienfaits sur les pathologies cardio-métaboliques, sur la prévention des cancers. Donc, je ne vais pas tout énumérer. Je laisse doucement, si vous voulez lire un petit peu certaines parties. Sur la santé mentale, sur la gestion du poids, l'arthrose de hanches, de genoux, diminution de la douleur, amélioration fonctionnelle, amélioration de la qualité de vie, sur l'hypertension artérielle, le diabète, les maladies respiratoires. Donc, tout a été étudié. Aujourd'hui, je pense qu'on a fait le tour de toutes les pathologies et qu'on a démontré le bénéfice, plus ou moins, de l'activité physique sur telle ou telle pathologie. Pour les adultes âgés, les chutes risquent, la réduction du risque de chute et la réduction du risque de chute avec une lésion sévère. Amélioration également de l'état cognitif en adoptant une activité physique. Pour les femmes enceintes ou en postpartum, donc il a été démontré durant la grossesse, réduction du risque de prise de poids excessif, voilà, et durant le postpartum, la réduction du risque de dépression du postpartum. J'ai mis un petit aparté sur la rhumatologie, parce que la pratique d'activité physique pour les maladies rhumatismales n'a pas toujours été conseillée, bien au contraire. Elle a été contre-indiquée à un moment donné, comme la scoliose, comme l'enfant asthmatique, qui, il y a 20 ans encore, a été contre-indiqué à faire du sport. Les effets positifs ont été démontrés. Elle reste une crainte quand même pour les patients et elle interroge encore beaucoup de professionnels de santé. Donc vous allez encore voir des médecins qui mettront des réserves sur l'activité physique dans les maladies rhumatismales. On sait que le rhumatisme inflammatoire, ce n'est pas qu'une histoire d'articulation. Quand on a une maladie inflammatoire, un rhumatisme inflammatoire, on augmente le risque cardiovasculaire, l'ostéoporose, les capacités respiratoires diminuent, on entraîne un handicap fonctionnel et les effets des activités physiques sur la mobilité ont été prouvés, la force et l'endurance. Le repos n'est pas bénéfique, ça a été prouvé. La douleur, on a une amélioration des poussées douloureuses, de la qualité de vie, une préservation de l'expansion de la cage thoracique, une réduction des raideurs du rachis et le renforcement musculaire va soutenir et protéger les articulations. Quelques outils pour vous guider et vous aider à bien faire dans les activités physiques.
Le podomètre. Car on a des recommandations. On nous a donné des recommandations pour un nombre de pas idéal à faire au quotidien pour maintenir la santé. Ce n'est pas vraiment les recommandations de l'OMS, parce que l'OMS parle plutôt en minutes et en intensité. Mais en fait, il a fallu chiffrer quelque chose pour marquer les esprits. Donc c'est vrai que dans certaines revues, vous verrez 5000 pas, dans d'autres 10 000 pas. Mais bon, il faut faire des pas quand même. Le nombre de pas fixé, entre 7000 et 9000, voilà, un seuil pour un bénéfice santé. En tout cas, on sait qu'en dessous de 3000 pas par jour, on parle de sédentarité. Chaque fois qu'on va ajouter 1500 pas, on diminue le risque cardio-cérébro-vasculaire de 20 à 30%. La fréquence cardiaque. Surveiller votre fréquence cardiaque peut être intéressant. Aujourd'hui, on a des outils assez faciles. Le cardiofréquencemètre, la montre toute simple avec la ceinture qu'on peut mettre autour du thorax, et les montres connectées, en fait, qui permettent de jeter un coup d'œil sur la fréquence cardiaque. On va utiliser la formule d'Astrand, tout le monde connaît. Sa fréquence cardiaque maximale, facile à calculer, 220 moins l'âge. Voilà. Il y a des nuances. Pour la femme, on dira plutôt 226. Pour la personne un peu plus âgée, peut-être une autre formule. Mais bon, on va rester simple. Si vous retenez 220 moins l'âge, c'est très bien. C'est intéressant de savoir ça parce que on va pouvoir, vous allez pouvoir vous aider à faire une activité d'intensité modérée. Ne pas vous mettre dans les grosses intensités, mais faire quand même une intensité suffisante. Il existe 5 zones d'intensité pour l'entraînement, d'après les pourcentages de la fréquence cardiaque maximale. Et on a 3 zones d'endurance. Donc vous allez pouvoir travailler ou faire des activités dans ces 3 zones. Si vous faites une initiation, c'est un début, une reprise d'activité physique, on va commencer doucement sur la zone 1, à 50% de la fréquence cardiaque maximale. Et puis, au fur et à mesure de l'entraînement et de l'aisance, et aussi de la prise en charge des maladies que vous avez, on peut atteindre la zone 3. Ces 3 zones sont des zones d'endurance. Ça veut dire qu'on a atteint l'essoufflement, mais vous pouvez parler. Vous êtes capable de tenir une conversation très facile en zone 1, en zone 3, capable de faire 3 phrases en suivant, peut-être une conversation un petit peu hachée, un peu plus essoufflée, mais vous savez parler. Tant que vous savez parler en faisant votre activité, vous êtes dans l'intensité modérée. Ça, c'est un repère sur le terrain si vous n'avez pas de cardiofréquencemètre ou bien de montre connectée. Et les effets indésirables de l'activité physique. Le sport est-il dangereux pour le cœur, les os, le cartilage, pour le dos, l'intestin? Moi, je dirais que faire connaissance avec les risques de l'exercice, c'est mieux les éviter. Ne pas vaciller entre la fatigue et la blessure, aller droit vers la santé. Je voulais évoquer l'effet indésirable le plus grave. Évidemment, c'est la mort subite, parce que vous connaissez la mort subite du sportif. On va en dire quelques mots. La mort subite du sportif, c'est le décès brutal d'un sujet qui est en train de pratiquer un sport, ou bien juste après le sport, et qu'il ne souffrait d'aucune maladie, et qu'il n'avait aucun symptôme, qu'il ne se plaignait d'aucun symptôme. Eh bien, dans 85% des cas, c'est la maladie coronaire qui est responsable de la mort subite. Le cardiologue dit, les sportifs victimes de mort subite sont des cardiaques qui s'ignorent. On a détecté 3 facteurs de risque essentiels. C'est important de détecter les facteurs de risque parce que justement, c'est en les détectant qu'on va pouvoir bien pratiquer. Faire un bilan, peut-être, et bien pratiquer. L'homme, ça touche plus souvent l'homme d'âge supérieur à 35-40 ans et qui a des antécédents familiaux proches coronariens. Donc, si vous avez ces 3 facteurs de risque-là essentiels, pour faire du sport, eh bien, il faut un suivi. Peut-être un petit bilan, un bilan avant, mais être à l'écoute de son corps. Et que tout changement, tout symptôme qui arrive, ne pas hésiter à consulter. Les facteurs favorisants ont été dépistés également, parce que la maladie coronaire, excusez-moi, c'est que je n'ai pas précisé, c'est
la formation de plaques graisseuses sur les artères coronaires. Et à un moment donné, la plaque, elle peut se fissurer, faire un caillot et boucher la coronaire. Et c'est la crise cardiaque, la crampe du muscle du cœur. 3 facteurs favorisent les plaques de graisse dans les artères: le cholestérol, le tabac, l'hypertension. Donc, au sujet des examens médicaux, tous ces facteurs de risque ne s'additionnent pas, ils se multiplient. Par exemple, une personne hypertendue autour de 19 voit son risque de faire un infarctus multiplié par 3. Une personne ayant 3 grammes de cholestérol a un risque de faire un infarctus multiplié par 4. Eh bien, si cette personne est à la fois hypertendue et a du cholestérol, ce n'est pas multiplié par 7, son risque d'infarctus, mais par 12. D'où des examens médicaux approfondis sont nécessaires avant d'initier une activité physique, et notamment une épreuve d'effort. Il peut y avoir une indication d'une épreuve d'effort. La sensibilité de l'épreuve d'effort pour le tout venant, elle est nulle. Dans 40 à 90%, on peut dépister quelque chose. Donc 40%, ce n'est pas grand-chose. Mais par contre, si on sensibilise les indications de l'épreuve d'effort, en interrogeant bien la personne sur ses antécédents familiaux, sur ses antécédents personnels et sur sa biologie, eh bien, on va arriver à une sensibilité de l'épreuve d'effort à 90% qu'on trouvera quelque chose s'il y a une anomalie. Comment l'organisme, soumis aux différents facteurs de risque, crée les lésions coronaires? La génétique. Malheureusement, il y a des personnes qui ont une génétique plus favorable pour faire les plaques de graisse dans les coronaires. L'âge et le sexe masculin, on l'a vu. Le cholestérol, l'hypertension, tout ça, ça donne une inflammation au fil des années, des parois artérielles, et puis formation des plaques qui au départ sont molles, très molles. C'est pour ça qu'on a du mal à dépister les morts subites des sportifs de 40 ans. Parce qu'ils ont des plaques, c'est sûr, puisque c'est coronarien, mais l'épreuve d'effort ne va rien montrer. Donc par contre, sur ces personnes-là, c'est très important de les interroger, de savoir s'ils sont en surpoids, leur hygiène de vie, leurs antécédents familiaux, parce qu'ils sont exposés à la mort subite du sportif. Et le stress oxydatif, bien sûr, mais on ne peut pas rentrer dans les détails. Alors les bonnes pratiques, quand même. Tout venant, je dirais, que l'on ait des facteurs de risque ou pas de facteurs de risque. Déjà, il y a des indications pour des bonnes pratiques. La pratique lors de la chaleur et le froid. On sait que au-delà de 30 degrés ou en dessous de -5, il ne faut pas faire d'activité intense. C'est stressant pour l'organisme. Faire un échauffement avant une activité physique, c'est important. 10 minutes, tranquillement. La fin de l'effort, il n'est pas question d'aller faire un sprint en terminant son footing, par exemple. Le changement de rythme, il faut essayer d'être régulier dans l'activité sportive. La compétition est un facteur de stress. Bon, on peut en faire, mais l'effort intense est plus favorable aux effets secondaires. Dans 85% des morts subites du sportif ont lieu dans un effort intense. La prise d'excitants, de café, la digestion. Ce n'est pas indiqué d'aller faire une activité physique après un repas ou au décours d'un repas. Il faut laisser au moins 3 heures. L'activité physique va augmenter le débit sanguin, le débit global. Mais il va aussi répartir ce débit autrement. Il va dévier ce débit sanguin vers les muscles, le cœur et le cerveau, et au détriment du débit sanguin de l'intestin et aussi du rein. Ça, c'est sûr. L'altitude, le manque d'oxygène, c'est sûr que vous vous mettez en souffrance. La déshydratation également. L'intérêt pour les activités physiques d'intensité modérée prolongée, l'intérêt d'une boisson d'effort, c'est très important. Il faut boire 2-3 gorgées toutes les 15 minutes et c'est une boisson sucrée et minéralisée. L'infection, fièvre et fatigue,
Je pense que dans votre pochette, vous avez eu un flyer avec les 10 règles d'or pour la pratique du sport. C'est un flyer qui a été émis par le Club des cardiologues du sport. Il est contre-indiqué de faire du sport si vous avez un syndrome grippal avec fièvre. Syndrome grippal, c'est quoi? C'est des courbatures. Courbatures plus fièvre, pas de sport pendant 1 semaine. Le tabac et la reprise sportive. On est toujours délicat sur une reprise sportive. Ça peut justifier de faire un bilan quand on a été déconditionné à l'effort. Voilà pour les effets bénéfiques attendus sur la santé, physique, psychologique, médicaux, mais vous avez compris aussi sociétal et économique. Merci à vous. Merci. Merci à vous, Dr Mille. Moi, je retiens que les gens qui ont une activité physique régulière vivent 9 ans en moyenne de plus que les sédentaires acharnés. Ça fait réfléchir. Et en bonne santé. Et en bonne santé en plus. Voilà. Ça fait réfléchir. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle déjà? Oui. Je vous passe le micro tout de suite. Alors, j'ai quelques questions. La première, c'est vous avez parlé des maladies de civilisation. Est-ce que ces maladies étaient présentes avant le XXe siècle à des quantités à peu près pareilles, moindres? Est-ce qu'il y avait des populations qui étaient plus touchées que d'autres? Eh bien, les maladies de civilisation sont arrivées avec l'industrialisation. Voilà, tout simplement. Donc, bien sûr, elles existaient bien avant le XXe siècle et elles sont en augmentation en flèche. Voilà. Elles correspondent aux maladies cardiovasculaires, les cardiopathies ischémiques, les AVC, les maladies métaboliques, le syndrome métabolique. Moi, je vous dis qu'on est en pleine épidémie mondiale de syndrome métabolique. Le poids, le cholestérol et puis le diabète. Les maladies auto-immunes. On a une augmentation aussi en flèche des maladies auto-immunes. Par exemple, quand on vous dit que vous avez une thyroïdite, c'est une maladie auto-immune. Vous faites des anticorps contre votre thyroïde. Et puis, les maladies dégénératives, vous en avez entendu parler. La maladie de Parkinson, elle est sans cesse en augmentation. La maladie d'Alzheimer. Voilà ces maladies de civilisation. Okay. Vous avez aussi parlé des maladies respiratoires chroniques liées à la sédentarité. Et je me demandais de quelle maladie vous parliez, parce que alors, la seule que je connaisse, enfin les deux seules que je connaisse, c'est la mucoviscidose et l'asthme. Et il me semble que ces deux maladies ne sont pas liées à la sédentarité, même si la sédentarité peut empirer les deux maladies. La BPCO, la bronchopneumopathie chronique obstructive, qui est, je pense, la 3e cause de décès prématuré dans le monde, juste avant la sédentarité. La BPCO, le tabagisme et puis la sédentarité. Et ma dernière question, c'était comment on peut lutter contre la sédentarité? Alors, vous avez répondu un peu, mais vous nous aviez dit que vous nous aviez dit que 3 heures assis par jour, c'était de la sédentarité. Oui. Sauf que certains métiers font qu'on ne peut pas passer autrement que 3 heures assis. Aujourd'hui, on a des montres connectées qui sonnent toutes les 2 heures pour qu'on puisse se lever et marcher un peu 10 mètres et revenir s'asseoir. D'accord, mais donc vous... C'est des astuces. Il faut trouver des astuces. Mais Chacun va trouver ses astuces. Vous vouliez dire 3 heures continues ou 3 heures par jour? Parce que moi, j'avais compris 3 heures continues. Oui, je comprends ça également. Oui. Ah non, 3 heures dans la journée, oui, additionnées. Voilà, c'est ce que j'avais compris. C'est 3 heures additionnées. Il faut se lever. Oui, voilà, c'est ça. Régulièrement. Il me semble avoir entendu toutes les 2 heures au moins. Oui, c'est ça. Hein. Ouais, toutes les 2 heures. Donc, il faut trouver des astuces. Hein. On peut rester assis plus de 3 heures par jour. De toute façon, si on a un métier, il faut bien exercer son métier. Oui, mais par contre, pour contrebalancer ces effets un peu négatifs, le soir en rentrant, on va aller faire un petit footing, par exemple. Okay. Ou un peu de gymnastique. Merci beaucoup. Ou un peu de tennis. Hein. Voilà. Et quand on veut s'y remettre... Oui. Il y a d'autres questions dans la salle? Il y a papy, d'accord. Hop, je le prends. Merci beaucoup. Avant de la poser, je voulais savoir, quand on veut s'y remettre au sport, ça fait longtemps, ou voire on n'en a jamais fait, est-ce que vous conseillez d'aller voir un médecin généraliste du coup? Le médecin généraliste ou le coach sportif à la salle de sport? C'est fondamental ouais. D'aller voir le médecin. Le médecin, d'accord. On commence par ça, puis après on voit. Voilà.
Oui. Ok. Une reprise sportive après un déconditionnement, c'est Oui. important de consulter Ouais, hein. et de faire le point sur, d'abord, s'il a été déconditionné en raison d'une blessure, enfin voilà, voir la guérison de la blessure. S'il a été déconditionné en raison d'un dépistage d'une maladie, voir si sa maladie était équilibrée, parce qu'il ne va pas aller faire une marche accélérée alors que son insuffisance cardiaque, elle n'est pas stabilisée. Voilà. Oui. La recherche des facteurs de risque biologiques, voir s'ils sont contrôlés. Voilà. Oui, c'est ça. Il y a Oui, 2-3 c'est important. préalables, forcément. C'est important. Il n'y a Ouais. aucune consultation médicale qui est inutile. Là, j'ai une question qui vient du public. L'activité physique en plein air est-elle bénéfique quand on sait la pollution dans les grandes villes? Eh ben, Même c'est à mieux que Poitiers, à mon rien. avis. Est-ce C'est que mieux que ça rien. vaut le coup Oui. ou est-ce que c'est le risque de développer des maladies respiratoires finalement? Je confirme. Marie, tu es d'accord avec moi? Oui, je confirme. Oui, C'est mieux que rien. oui, c'est mieux Il que faut. rien. D'accord. Mm. Ok. Il y a des études qui ont été faites à ce sujet-là. Je suis désolée, on aurait pu s'amuser un petit peu, j'avais des chiffres, hein. Mais oui, il faut quand Ouais, même le faire. malgré Mais tout. maintenant, il ne faut pas faire une focalisation là-dessus. C'est clair que c'est pas très bénéfique d'aller faire son footing à côté d'une voie à grande circulation. Si vous faites ça 4 fois par semaine, non, mais il faut changer. Voilà, Oui, il va faut falloir changer de diversifier lieu. son Ouais. sport et pas faire une focalisation là-dessus. C'est comme quelqu'un qui a des petits problèmes de genoux et qui persévère à continuer de courir 3 ou 4 fois par semaine. Il y a des décisions c'est ça. à prendre. Ouais. On peut tout faire pour continuer de courir une fois par semaine et puis on va switcher avec d'autres activités. Ouais, d'accord. Voilà. Oui, c'est ça. D'une manière générale, il faut diversifier de toute façon. Moi, je cours beaucoup, mais je cours seulement. Et donc, il faudrait que je fasse autre chose, en fait. Il vaudrait Oui, mieux, c'est très ça. important. J'ai pas pu tout détailler. La diversification des activités physiques, elle est bénéfique pour la santé. D'accord. Donc, le tai chi, la sophrologie, le yoga, c'est super important d'associer ça à un footing, à une activité de footing, un sport collectif. Voilà. La D'accord. diversification, elle est enrichissante pour la santé psychique, mentale, physique. Oui. D'accord. Et juste avant de passer la parole à monsieur, attendez juste une seconde. Je me permettais, sur la course à pied toujours, on dit beaucoup, je sais que vous pratiquez la course à pied, vous d'ailleurs aussi, que la course à pied, ça tasse le dos, les articulations, ça abîme, ça casse beaucoup les articulations, ça tasse le dos, tout ça, ça fait du mal. Est-ce que l'une d'entre vous peut répondre à ce préjugé-là? Et juste une petite réponse, je te laisse Vas-y, parler, Marie. très bien. Volontiers. Je pense que dans un premier temps, il faut investir dans des bonnes running. Oui, Déjà. Voilà. les chaussures. Oui, ça fonctionne. Alors, en revanche, on verra après sur le topo sport et senior, comme quoi la course à pied, finalement, donc en effet, sous certaines conditions, n'a pas montré d'aggravation ni de l'arthrose, ni des douleurs. Ça, c'est plutôt pas mal. Oui. Mais Ça, sous c'est bon, certaines ça. conditions. Oui. Bon, on les voit juste après, alors. Il y avait une question dans la salle. Je vous laisse la parole. Oui, j'ai écouté avec beaucoup d'attention votre exposé, je vous remercie. Moi, j'étais venu avec Merci. une question particulière, mais vous l'avez répondu. Il y a 30-40 ans, on parlait de sport, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, c'est devenu un terme générique. Même quand on fait une activité physique, on dit « je vais faire du sport ». Mais vous l'avez expliqué, hein, que c'est dans le cadre d'une compétition. On est bien d'accord? C'est Le ça? sport, non. Vous l'avez marqué, c'était Oui, marqué oui, quand mais il y a des règles. c'est une option de faire Voilà. de la compétition, mais D'accord. pas toujours. Le Voilà. sport, c'est l'activité physique avec des règles. D'accord, Voilà. ok. Et en option, on peut faire de la compétition. Oui, ça peut être loisir. Mais le Ah. sport n'est pas synonyme de compétition. Ah, d'accord. Voilà. Mais il y a 40 ans, quand on disait sport, c'était la compète. Oui, Moi, bien alors sûr, moi, je suis un non, mais ancien sportif Franchement, on a de... bien évolué, mais je- on est je- en retard hein, quand même. Mais bon. Ouais, d'accord. Beaucoup de gens disent je vais faire du sport. Bon, moi, je suis un ancien Oui. sportif de haut Donc niveau. moi, j'utilise souvent le terme d'activité physique. Parce que quand on utilise le mot sport, mais ça fait peur. Ça fait peur à tout le monde. Ouais. Ouais. Donc je dis maintenant activité physique. Et maintenant, je dis activité physique adaptée. On va l'adapter à vos goûts, à vos besoins Mmh. et à la pathologie sous-jacente, peut-être. Moi, je voulais juste témoigner parce que moi, ça fait 40 ans que j'ai arrêté la compétition. Je suis un ancien sportif de haut niveau. Et comme j'ai un acquis qui est bon, je vais, moi, tous les 2-3 jours, courir et marcher. J'alterne. Donc, courir, c'est bon pour l'équilibre. Là, je passe le message parce que je vois beaucoup de gens qui marchent avec des bâtons.
Et finalement, ils travaillent mal leur équilibre, quelque part. Donc, c'est bien de courir sans les bâtons, des fois. Les bâtons, oui, courir, non, marcher avec les Marcher, bâtons pardon, plutôt. marcher. Mais Oui, marcher. les bâtons peuvent être utiles. Oui, bien sûr. On sait que la marche nordique va permettre de décharger le poids sur les genoux de 30%. Donc voilà, donc quelqu'un qui a une arthrose évoluée de genoux ou autre, la marche nordique a montré ses bénéfices grâce à l'utilisation des bâtons. Voilà. Bon, juste pour dire que moi j'ai un acquis qui est beau, je l'entretiens comme ça, tous les 3 jours. Aujourd'hui, je devais y aller, mais je préfère venir voir l'exposé. Et je me sens bien en plus aujourd'hui. Très bien. Même si je suis assis, j'ai une montre connectée qui m'a dit. C'est très bien attention, quand vous dites tous les ça fait 2-3 trop jours, longtemps. c'est très bien parce que comme ça, il y a des pauses. Voilà, absolument. Parce qu'il faut des jours off. Voilà, c'est ça. Et j'ai plus de 74 ans et je suis content d'avoir une activité physique. Voilà. Donc je donne l'exemple et puis le témoignage. Vraiment, il faut. Il y a une alterner, mémoire, surtout. ça vous m'aviez dit ça en préparant cette soirée, il y a une mémoire du corps. C'est-à-dire que quand on a fait du sport de manière intense, voilà, quand on en a fait pas mal jeune, le corps retrouve des bons réflexes, Oui, reprend alors les... c'est de mon expérience professionnelle. Je n'ai pas fait de lecture approfondie à ce sujet-là, donc je n'ai pas de chiffres à vous donner. Mais chaque fois que j'ai fait des tests d'effort chez des seniors qui ont décidé de se remettre en activité physique, ils ont 50 ans ou 60 ans, sans savoir s'ils ont fait du sport correctement, régulièrement, entre 15 et 25 ans, je le devine, je le vois sur la réalisation du test d'effort et les courbes d'échange gazeux de VO2 max que j'obtiens. Oui, en effet. Donc je me dis, oui, ça c'est pas perdu. C'est sûr qu'il y a une mémoire. Ça revient beaucoup plus vite chez les personnes qui ont fait ces activités dans l'enfance, l'adolescence. Oui. Ouais. Ça c'est cool. C'est une mémoire à long terme. Là. Donc il n'est jamais trop tard, en fait. C'est ça. En même temps, c'est assez ingrat parce que on se disait... quand on fait du sport régulièrement et qu'on s'arrête un mois, là, on perd le bénéfice. On devient sédentaire très vite, en fait. et déconditionné en 2 mois d'arrêt de sport. Ça, c'est dramatique. Voilà. Dramatique. On retrouve une aptitude physique de sédentaire en 2 mois d'arrêt d'activité physique. Ah la vache, il ne faut pas s'arrêter. Et au plus on avance dans l'âge, ouais. au plus c'est en plus, d'accord. objectif. Et ça prend Objectif, ouais. Oui, ok. Une question au fond de la salle. Oui, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pensez des trails, même plus précisément des ultra-trails C'est à la mode. Qui deviennent à la mode. Je vois ça. Est-ce que vous avez un commentaire à faire sur ces épreuves? Eh bien, ça correspond à une demande et à un besoin ou une envie du sportif. Donc il faut l'accompagner, même si ce n'est pas très physiologique. Et par contre, ce que je conseille, c'est de consulter le médecin du sport 1 à 2 fois dans l'année, début de saison, fin de saison, pour faire le point sur l'état physique, l'état biologique, l'état nutritionnel. Voilà, ça c'est super important parce qu'on va vite droit dans le mur et en surentraînement. Pour les marathons aussi, j'imagine que c'est la même, même oui, idée. On est dans des activités qui ne sont pas très physiologiques. Oui, c'est ça. Le corps, il n'est pas fait pour ça à la base. Donc, faire du sport, c'est bien, mais il faut bien le faire. Voilà. Donc, quand on est adepte à des sports plus extrêmes, je pense qu'il est utile de se faire suivre par le médecin du sport, qui est plus aguerri sur les complications de l'activité physique sur l'organisme, parce que ça nécessite une activité physique comme ça soutenue, elle nécessite une alimentation particulière, une récupération particulière. Mais ça, le médecin généraliste, il n'est pas forcément médecin du sport. C'est là qu'on peut Mais venir vous voir, vous ? Mais il n'est pas spécialiste. La médecine du sport est une spécialité. Oui, donc voilà. il peut vous aiguiller. Ah, ultra trail, un certificat pour un ultra trail. Je vais vous envoyer faire un bilan, voir le médecin du sport. Ça, c'est un bon réflexe. Ok, d'accord. Pardon, mais après je vous le donne. Hein. Mais donc j'ai vu plusieurs seniors, oui, parce que c'est sûr qu'avec l'âge, dans l'endurance, on est plus performant dans les longues distances. Donc je disais senior, mais donc c'est vrai que je vois quand même des sportifs, souvent des hommes qui ont plus de 50 ans, qui adeptes du trail, et j'en vois pas mal en surentraînement, voilà, qui se cassent quand même. Oui, d'accord. Une question encore au fond. Oui. Surentraînement, ça ne veut pas dire trop d'activité sportive. J'espère que vous avez bien compris.
Surentraînement, c'est qu'il y a un grain de sable quelque part dans toute votre organisation au quotidien. Il y a la charge d'entraînement, il y a le travail professionnel, il y a l'alimentation, l'hydratation et le sommeil. Donc un syndrome de surentraînement, c'est un syndrome de désadaptation de l'organisme. Alors évidemment, la charge d'entraînement, elle pousse qu'à un moment donné, quand le sportif est blessé, il va mal, on va diminuer la charge d'entraînement ou l'arrêter, mais on va aller chercher le grain de sable quelque part qui a fait que l'organisme s'est désadapté. D'accord. Oui, monsieur. Alors, une question sur le diabète, puisque vous avez beaucoup parlé de diabète, qui est un des fléaux de la société moderne, mais vous n'avez pas fait de distinguo entre les deux types de diabète, et je voulais savoir si les deux types de diabète engendraient les mêmes conséquences sur le système cardiovasculaire et sur les traitements induits. Est-ce qu'on garde la réponse à cette question pour la deuxième partie? Parce que vous allez aborder cette question-là. Alors, je vais aborder notamment le diabète type 2. Bon. La présentation Dans la qu'on deuxième verra partie. après. On la La garde, question et de puis monsieur, si, c'était de savoir si on avait les mêmes complications cardiovasculaires du diabète de type 1 et de type 2. Oui. On la garde pour Exactement. la deuxième partie? Exactement. Un diabète. Oui, voilà. Oui. On la garde pour la deuxième partie. J'ai une question devant, une question derrière, et après, on enchaîne sur la deuxième partie. Alors, c'est pour rebondir un peu avec la question de monsieur, d'abord. Et pour le diabète insipide, est-ce qu'il y a aussi les mêmes conséquences? Le diabète insipide, il faudra surtout être vigilant en termes d'apport hydrique et d'apport justement minéraux, parce que c'est plus une perte de sel et on va déjà avoir une perte de sel qui va être réalisée pendant l'activité physique. Il est nécessaire de supplémenter, surtout sur une activité physique qui va durer au-delà d'1h30. Et donc, ça va être une supplémentation supplémentaire, justement, sur laquelle on doit être vigilant sur les gens ayant un diabète insipide. Et ça va être aussi soumis à un contrôle de ce diabète, donc un travail de concert avec l'endocrinologue qui suit la personne. D'accord. Et ma deuxième question... D'où l'importance de la boisson d'effort dont on a parlé. L'eau tout seul, au Tout bout à d'un l'heure. moment, au bout d'1h30, même avant, c'est pas suffisant. L'autre question, mais peut-être que vous allez répondre dans la deuxième partie, c'est quand on fait du sport avec une ou plusieurs maladies chroniques de longue durée, comment ça se passe en cas de crise? Comment on peut faire une activité physique, sans forcément que ce soit un sport, dans des périodes où on est fortement en crise, où on a besoin de plus de repos? La réponse est toute simple. On ne fait pas d'activité physique quand la maladie n'est pas équilibrée. Donc, on reprend le suivi médical pour stabiliser la maladie et ensuite on reprend. Parce que c'est là qu'on va avoir des effets indésirables de l'activité physique sur la santé qui va se rajouter à la décompensation de la maladie. D'accord. Parce que, voilà. Par exemple, pour moi, c'est l'asthme et un problème niveau dorsal. Ça peut se réveiller n'importe quand. C'est-à-dire qu'à des moments donnés, je peux tout faire sans problème. Et puis, le jour au lendemain, ne plus réussir, ne serait-ce qu'à marcher sans être vraiment en train d'être très essoufflé, sans pouvoir parler. Et en fait, Il faut voir si ça correspond à une poussée asthmatiforme ou bien parce que les essoufflements ont diverses étiologies, diverses causes. Donc, c'est peut-être pas lié à une poussée d'asthme. merci beaucoup. Une dernière question au fond, Bonsoir. et après, on enchaîne. Du coup, moi, je voulais plus vous parler au niveau de la prise en charge des patients et des pratiquants, donc les personnes qui prennent en charge les personnes. Du coup, moi, je suis en L3 STAPS APAS, donc activité physique adaptée et santé, et je me destine au métier d'enseignant APA. Et je voulais avoir votre vision des choses sur l'émergence de ce métier, donc il y a quand même une trentaine d'années maintenant, de savoir aussi du coup notre crédibilité à prendre en charge les patients, les pratiquants dans leur parcours de soins, donc en complémentarité avec les kinés, etc. Vous, quelle est votre vision des choses, en sachant qu'il y a toujours eu cette petite guéguerre entre les kinés et les APA, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Votre rôle est très important. Il a été développé avec la création de l'association Sport Santé 86, qui est l'association de la Vienne pour la promotion de l'activité physique. C'est une demande de l'État, du ministère, de la DRDJS. Donc aujourd'hui, Sport Santé 86 a effectué un grand maillage du département pour instaurer des passerelles d'activité physique, d'où la relation avec le médecin prescripteur.
Donc, il peut prescrire une activité physique et le patient peut bénéficier d'initiation d'activité physique sur ces passerelles. Sur le site Sport Santé 86, vous trouverez tous les clubs et associations sportives qui ont des éducateurs sportifs APA afin de vous intégrer dans une activité sportive. Oui, bien sûr, c'est très important. Voilà. On enchaîne et on pourra y revenir de toute façon. Docteur Guillemot l'équipé, c'est à vous. Vous allez aborder 2 exemples. Alors, quels sont les bienfaits et les risques des activités physiques chez les seniors? Vous allez aussi vous concentrer sur et les pratiques des personnes diabétiques aussi. Je vous laisse la parole. Très bien, merci pour votre invitation ce soir. Alors, donc, le sport santé chez le senior. Le but, c'est que ce soir, vous puissiez repartir d'ici en vous disant qu'il n'y a pas de mauvaise façon de faire du sport. Dans le sens où le but, ça va être de maintenir une activité sportive, que ce soit une activité de loisir, une rencontre plusieurs fois par semaine avec des amis pour faire un foot, ou bien que ce soit sur une optique un peu plus compétitive, mais pas forcément. Le but n'est pas de faire de la performance, le but est d'apporter un bienfait au niveau du corps. Alors, on va commencer par ce chiffre, 4,4 minutes. Alors, est-ce que c'est le temps de cuisson d'un gros œuf à la coque, la durée d'une page de pub, le temps que vous avez passé à vous garer ce soir? Bon, ce n'était pas mon cas, hein, ça a été un peu plus long. C'était plus compliqué. Oui. Alors, c'est un petit peu tout ça. Là, c'est si on est optimiste, mais surtout, c'est ça. 4,4 minutes, c'est le temps d'activité physique intense par jour qui a été associé à une réduction de 30% de la mortalité par cancer et une réduction de 34%, donc plus d'un tiers, d'une mortalité cardiovasculaire. Et ça a été fait, c'est une étude qui date de 2022, donc qui reste assez récente, qui a été menée auprès de 25 000 participants, donc quand même une étude à grande échelle. Et ces participants ne réalisaient pas d'activité physique. Et donc on leur a demandé de réaliser tous les jours 4,4 minutes d'activité physique intense. Et après, on a comparé le risque et surtout on a comparé les bénéfices par rapport aux personnes qui étaient restées sédentaires. Et alors en termes d'activité physique intense, on ne leur a pas demandé de faire comme les 2 messieurs de la vignette du bas tout à l'heure. En termes d'activité intense, ce qui leur a été proposé, c'était de prendre des escaliers, de marcher très vite, de porter des sacs de course. Donc 4,4 minutes, finalement, par jour, on y arrive assez vite. Alors, pourquoi est-ce qu'on vous dit que c'est bien de faire du sport? Le sport, ça va avoir une efficacité, alors chez la personne à tout âge, mais particulièrement chez le senior, on va accorder de l'attention aux bénéfices qui vont être au niveau de plusieurs systèmes. Alors déjà, au niveau du système ostéo-musculaire, donc le système locomoteur, au niveau du muscle, l'activité physique, ça va lutter contre la fonte musculaire. La fonte musculaire, c'est ce qu'on appelle la sarcopénie. Ça va permettre de gagner de la masse maigre, donc à contrario, ce qu'on appelle de la masse grasse. Et aussi, ce qui va être intéressant notamment pour le diabète, mais ça on va en revenir plus tard, ça va améliorer la sensibilité de ce muscle, permettre une meilleure captation du muscle de l'insuline. Au niveau de l'os, alors déjà on sait que tout au long de la vie, avoir une activité physique, ça permet d'augmenter le stock osseux. Ça a été vu, c'est des recommandations qui viennent d'un groupe qui s'appelle le GRIO, G-R-I-O, qui est le groupe de recherche et d'information sur l'ostéoporose. Avoir du stock osseux, à quoi ça sert? Ça sert à éviter plus tard l'ostéoporose qui, elle, peut provoquer des fractures. Il y a d'autres choses, en dehors du fait d'en faire tout au long de la vie. Il y a certains exercices, notamment les exercices en force. Alors, quand on parle d'exercices en force, ça va être du port de poids. Alors, pas des barres de 150 kg, encore comme au début, ça peut être aussi un pack d'eau, ça peut être ce qu'on appelle les kettlebells, les choses comme ça. Et aussi les sports avec un impact au sol. Ça peut être la course à pied, ça peut être la corde à sauter, ça peut être de la danse qui va inclure des sauts. Et justement, cette pression au sol, ça va provoquer une pression positive au niveau de l'os qui va justement régénérer l'os, éviter l'ostéoporose et donc éviter les fractures induites par l'ostéoporose, notamment au niveau du fémur et aussi au niveau des vertèbres.
L'autre système sur lequel on va avoir un effet bénéfique, ça va être au niveau du système cardiovasculaire. Alors, au niveau de la pression artérielle, déjà, quand on fait une activité physique, on a une diminution de cette pression artérielle. Et on a noté une diminution qui peut même perdurer jusqu'à 24 heures après avoir fait cette activité physique. Donc, d'autant plus intéressant si on réalise ça plusieurs fois par semaine. On va avoir au niveau des vaisseaux qu'on voit ici, alors je teste le pointeur, ouais. Vous avez, ça c'est un vaisseau, on va dire un vaisseau de bébé. Au fur et à mesure de la vie, vous avez donc sur les vaisseaux, sur les parois du vaisseau, de l'athérome, c'est du gras en gros, qui va se former au niveau des vaisseaux sanguins. Ça va se former plus ou moins vite, que l'on soit justement assez sportif, avec une alimentation plutôt saine, ou que l'on soit totalement sédentaire, avec une alimentation à base de rillettes. Le risque de cette plaque d'athérome, c'est qu'au bout d'un moment, elle va boucher le vaisseau, première option, ou bien, deuxième option, elle va se détacher et migrer dans d'autres vaisseaux sanguins, ce qui va provoquer un infarctus, ce qui peut provoquer un AVC. Et alors, l'avantage, justement, de l'activité physique, c'est qu'on s'est rendu compte que non seulement ça limite le cholestérol, ce qu'on appelle le mauvais cholestérol, le LDL, si vous regardez votre prise de sang, donc ça limite justement l'apparition de ces plaques, mais surtout, quand il y en a déjà une, ce qui arrive même à n'importe quel âge quand on est sportif, parce que on vieillit, c'est normal, ça renforce cette plaque d'athérome et ça va la rendre moins susceptible, de par cette structure renforcée, à se détacher et à migrer. Et aussi, donc, au niveau cardiaque, c'est particulièrement intéressant au quotidien, mais aussi même après un infarctus. Avant, on disait « Oh là là, un infarctus, il faut que tu te ménages ». Non, on s'est rendu compte maintenant, et c'est pour ça qu'on envoie les gens en centre de rééducation assez rapidement après un infarctus, que de faire une activité physique. Ça va favoriser le remodelage du ventricule, c'est-à-dire les parties du cœur qui ont manqué d'oxygène, qui ont manqué de sang lors de l'infarctus, eh bien, ça va permettre de les remuscler, parce que le cœur, c'est un muscle, et donc comme tout muscle, il se renforce, il se muscle, il peut travailler différemment. Et là où un territoire a été ce qu'on appelle nécrosé, eh bien, en faisant une activité physique, ça développe tout le pourtour, ce qui permet de garder une fonctionnalité correcte. Et ensuite, donc, au niveau du système cérébral cognitif, également, on s'est rendu compte qu'il y avait une amélioration de la mémoire, parce que ça a créé l'activité physique de ce qu'on appelle de nouvelles synapses. Il n'y a pas de souris sur l'ordi. Ça a créé ce qu'on appelle de nouvelles synapses. Les synapses, ce sont un peu comme des câbles électriques qui vont conduire les informations entre une zone du cerveau qui va dire « fais bouger ta main droite » et la main droite qui va s'exécuter. Par exemple, pour ceux qui ont déjà essayé de se mettre à la danse, à n'importe quelle période de la vie, au début, mettons le Madison. Quand vous arrivez dans un mariage, il y a des gens qui dansent le Madison. Vous commencez à les regarder, vous suivez un petit peu au milieu, et finalement, mettons que vous enchaînez 5 mariages dans l'été, à la fin, le Madison, votre cerveau, finalement, il s'est mis à comprendre qu'à tel moment, il fallait qu'il enclenche la main droite, à quel moment il fallait que je déplace sur le côté, etc. Donc, au fur et à mesure de travailler ces synapses, de travailler ces neurones, justement, ça préserve la mémoire, ça stimule la fonction cognitive. Au niveau aussi de tout ce qui va être humeur, on s'est rendu compte qu'on avait une amélioration de l'humeur au quotidien grâce à la libération de certaines substances qui s'appellent de neurotransmetteurs, notamment la dopamine. La dopamine, c'est ce qui fait partie du circuit de récompense, qui va, par exemple, on vous donne un chocolat, ça va libérer de la dopamine. Vous avez quelqu'un qui va vous faire un commentaire agréable, ça va libérer de la dopamine. Vous faites une activité physique, ça va libérer également de la dopamine et également de la sérotonine, ce qu'on appelle également l'hormone du bonheur. Bon, c'est pas une hormone, mais c'est pas grave, c'est appelé comme ça. Ça va améliorer également le sommeil. Ça va renforcer ce qu'on appelle le sommeil profond. Et le sommeil profond, c'est le sommeil qui est récupérateur pour l'organisme, que ce soit au niveau psychique ou que ce soit au niveau physique. Alors, comment se mettre au sport ? Mieux vaut fait que parfait. Donc, même 2 minutes 30, bon, c'est pas les 4,4 minutes, mais 2 minutes 30, c'est déjà pas mal, parce qu'il faut toujours commencer par quelque part. Alors, pour comprendre un peu de ce dont on va parler,
On va parler, je vais vous expliquer les 2 principes d'activité physique que nous, on considère en médecine du sport. Donc, on va avoir l'exercice physique statique. L'exercice physique statique, c'est un effort bref à puissance qui peut être très importante. Ça peut être de l'haltérophilie, ça peut être du sprint, c'est-à-dire que l'on ne va pas renforcer, solliciter trop le côté cardio-respiratoire, on va solliciter surtout une puissance musculaire. Et on a donc de l'autre côté l'exercice physique dynamique qui lui est du travail justement en endurance qui va faire fonctionner le système cardio-respiratoire. Donc on parle de course à pied, de vélo, de natation, de marche rapide. On se base pour déterminer la puissance d'un sport sur ce qu'on appelle la classification de Mitchell. Sur ces classifications, donc vous avez la composante dynamique, ça c'est la deuxième dont je vous ai parlé, où celle-ci, elle se base sur l'analyse qu'on appelle de la VO2 max. La VO2 max, c'est ce qu'on va déterminer lorsqu'on vous fait une épreuve d'effort. La VO2 max, c'est la capacité, la quantité d'oxygène que votre corps arrive à utiliser pour fonctionner. Plus vous optimisez votre entraînement, plus votre VO2 max est amélioré. Par exemple, chez un sédentaire, on est sur une VO2 max à 30 ml par minute par kilo. Chez un marathonien ou quelqu'un qui fait de l'ultra-trail, par exemple, comme le monsieur, on est dans les des fois 70, parfois 80 pour les vraiment hyper entraînés. Donc pour cela, on va avoir des dynamiques faibles. Ça va être finalement des systèmes qui ne vont pas forcément faire travailler le cardio ou pas sur des efforts très longs. Ça va être les arts martiaux, ça va être de l'équitation. Et par contre, une puissance dynamique élevée qui va beaucoup solliciter le cardio, on va avoir du cyclisme, du décathlon, de l'aviron, etc. Et sur le côté statique, donc qu'on a ici en ordonnée, on a justement l'analyse avec le CVM, la contraction musculaire volontaire maximale, c'est-à-dire la puissance maximale, la force de contraction qu'on va devoir mettre pour provoquer le mouvement. Et donc, ça va de puissance pas très élevée. Par exemple, du golf, du tir, on est plutôt sur un sport de précision. À d'autres sports, par exemple, le snowboard, par exemple, le patinage de vitesse, le bobsleigh, où là, on doit mettre une puissance musculaire très forte pour engendrer le mouvement. Donc, les recommandations, finalement, ça va être de faire les deux, de ne pas faire de sport exclusif. Parce que, c'est pas très bon pour l'organisme, mais aussi c'est pour ça qu'on se blesse. C'est-à-dire le sport en endurance, on va recommander 3 à 5 fois par semaine, 20 à 60 minutes. Ça peut être de la marche rapide, ça peut être de la course, ça peut être dans l'idéal un petit mix de tout ça. Et minimum, en complément, donc pas que de la course à pied, minimum 2 entraînements en résistance, c'est-à-dire de l'exercice statique par semaine. Le but de cette résistance et de cet exercice statique, ça va être de renforcement musculaire pour éviter des blessures musculo-tendineuses qui vont être vraiment favorisées par un sport exclusif. Et chez le senior, il va surtout falloir faire attention au niveau de la récupération, parce que le corps va récupérer de façon moins optimale et moins rapide que chez quelqu'un qui est plus jeune. Alors, quand on parle justement de récupération, on va demander d'augmenter l'apport de glucides. De glucides, c'est le sucre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, après un exercice, il faut refaire du stock d'énergie. Et pour refaire ce stock d'énergie, avec l'ATP pour les étudiants en STAPS, ceux qui sont là, on utilise une voie qui s'appelle la glycogénolyse, c'est-à-dire qu'on casse le glucose pour générer de l'énergie. Et donc, si on a utilisé le glucose, il faut en avoir d'autres pour générer de l'énergie pour après. On est sur au moins 60 grammes de glucides par heure pendant 3 à 4 heures après l'exercice, sur des index glycémiques élevés. Par exemple, des pâtes de fruits, par exemple des pâtes, des choses comme ça. Il faut aussi augmenter l'apport en protéines. Le but, justement, c'est de refaire le stock musculaire pour corriger le muscle qui s'est abîmé, même en micro-traumatisme, sans forcément avoir fait de grosses blessures pendant l'effort. Et donc, le but, c'est de préserver cette masse musculaire. Et on conseille 40 grammes dans l'heure suivant l'exercice. Le tout avec un intérêt porté à la réhydratation et donc pas que de l'eau, d'où l'importance, comme on disait tout à l'heure, de la boisson d'effort avec un apport de vitamines et de minéraux.
Une boisson, quand on vous parle de boisson d'effort, alors bon, vous avez des choses vendues dans le commerce qui sont à prendre, d'autres qui sont à laisser. Une boisson d'effort que vous pouvez faire tout seul à la maison, c'est sur une bouteille d'1 litre, 40 centilitres d'eau minéralisée, 20 centilitres de jus de pomme ou de jus de raisin et une pincée de sel. Le but, c'est d'avoir du sel, c'est d'avoir du sucre, c'est d'avoir des minéraux. Ensuite, oui, mais, parce qu'on entend beaucoup de questions, oui, mais j'ai du diabète, oui, mais j'ai de l'arthrose. Alors, moi, je m'entraîne au quotidien avec les oui, mais, hein. Même à la maison, comme les deux énergumènes qui étaient juste là. Alors, premier, j'ai du diabète. Est-ce que ce n'est pas dangereux? Alors, sur le diabète, alors là, je parle du diabète type 2, hein, du diabète du senior. On a des effets bénéfiques à long terme, bon, qui sont aussi retrouvés sur le diabète type 1, mais là, aujourd'hui, ce n'était pas la thématique. Alors, pour rappel, le diabète type 2, c'est un vieillissement de l'organisme et une perte de sensibilité à l'insuline. L'insuline, c'est la molécule qui fait rentrer le glucose, le sucre, dans les tissus. C'est pour ça que quand vous faites une prise de sang, qu'on dit il y a trop de sucre dans le sang, c'est parce que le sucre n'arrive pas à rentrer, parce que le tissu n'arrive plus à comprendre avec l'insuline qu'il doit le faire rentrer. Et donc, ça améliore cette sensibilité des tissus à l'insuline quand vous faites du sport. Ça diminue de 30 à 50%, donc la moitié, le risque de passer du prédiabète au diabète type 2. On dit que vous êtes diabétique quand il y a 2 dosages de glycémie supérieurs à 1,26. Donc, si votre médecin vous dit plusieurs fois, c'est limite, attention, ben, l'activité physique, ça vous permet quand même de bien diminuer. Ça diminue pour ceux qui sont déjà le besoin à l'insuline et pour ceux qui sont déjà sous traitement, ça permet de diminuer le risque de devoir passer à un traitement par insuline. Et puis également, on s'est rendu compte que ça limitait la progression du diabète. Ça diminue la mortalité cardiovasculaire et ça diminue de 25 à 30% les complications qu'on dit microvasculaires, c'est-à-dire des atteintes au niveau des yeux et au niveau des reins. Alors, quelles précautions à prendre par contre quand on est diabétique? Alors, déjà, voilà, pour toute personne diabétique, c'est important d'écouter son corps. On fait une activité physique, on ne se sent pas bien, on arrête l'activité physique et puis surtout, on fait un dosage de glycémie. Ensuite, c'est soit on ne fait pas de sport seul, soit si on y va seul, on porte sur soi une carte d'identification diabétique. En cas de malaise, si quelqu'un vous retrouve par terre, qu'on sache justement que vous êtes diabétique et c'est peut-être le risque principal, ça va être justement une hypoglycémie. C'est très important de s'hydrater, comme on disait, la boisson d'effort pour éviter l'hypoglycémie. Et puis ensuite, il va falloir adapter en fonction de votre traitement. Si c'est ce qu'on appelle des règles hygiéno-diététiques simples, c'est-à-dire votre médecin qui vous dit « bon, allez, vous êtes diabétique, je vous laisse 3 mois et après on recontrôle », il n'y a pas besoin de faire un dosage de glycémie avant. Par contre, il y a certains traitements, par exemple les sulfamides, il y a le diamicron par exemple, c'est un de ceux que j'ai en tête, ou l'insuline. Là, ce qui va être important, ça va être d'adapter la posologie justement à votre activité et puis de réaliser une glycémie avant, pendant et après l'activité physique. Et si cette glycémie elle est inférieure à 0,80, de procéder à un resucrage. Quand je vous dis resucrage, ça va être pareil, pas des fruits, pas d'amandes, des sucres ou une pompote. Et puis, le problème des personnes diabétiques, c'est que souvent, il y a ce qu'on appelle une neuropathie, c'est-à-dire qu'il va y avoir une atteinte des nerfs qui peut fausser la perception douloureuse au niveau des pieds, ce qui fait que vous pouvez avoir des plaies au niveau des pieds, être abîmé au niveau cutané, et ne pas le sentir. Donc, il faut faire très attention à votre chaussage et puis contrôler les pieds avant de partir et puis en revenant, histoire de vérifier qu'il n'y a pas de plaie qui s'est produite et le cas échéant, la prendre en charge avant, évidemment, qu'on passe sur une infection. Ensuite, deuxième idée reçue, où là, je pense qu'on aurait beaucoup à échanger, c'est la course à pied. Ce n'est pas bon pour mon arthrose du genou. Alors, là, il y a une étude qui a été réalisée sur 10 ans. L'âge moyen des patients, c'était 63 ans, et donc ça a été réalisé auprès de 1203 coureurs qui étaient connus pour avoir de l'arthrose du genou. Et à chaque fois, donc, il y a eu une échelle de douleur qui a été réalisée et une analyse par imagerie avant et après ces 10 ans. Et on a noté donc, qu'il n'y avait pas d'aggravation des douleurs et
pas de progression de l'arthrose. Les hypothèses qui avaient été avancées sur cette étude, c'était alors la première hypothèse que la course à pied, ça augmentait la force musculaire et donc ça diminue l'impact sur les genoux. Si les muscles sont là pour tenir, les os vont moins cogner entre eux. Et l'autre, c'était que la stimulation musculaire avait un effet antidouleur. Ensuite, l'autre chose, c'est que chez les sportifs de force, justement les personnes qui vont porter des poids par exemple, il y a une contrainte plus régulière et donc il va y avoir une production de cartilage. Et donc le cartilage va être plus épais. Qui dit cartilage plus épais, dit cartilage moins friable et donc moins d'arthrose. Et finalement, on s'est rendu compte que eh bien, la course à pied ou le port de charge, qui était, pourtant on se disait, oh là là, mais tu vas déclencher l'arthrose du genou, et bien finalement, c'était les sports finalement qui étaient plus traumatiques, des sports qui génèrent de l'instabilité et des traumatismes, par exemple le foot, le rugby, qui étaient plus générateurs d'arthrose de genou que les sports genre course à pied. Alors, j'ai une prothèse de genou ou de la hanche, est-ce que c'est pas risqué de faire du sport? Alors, en sport, on est senior à partir de 35 ans. Oui, je sais, ça m'a fait mal à moi aussi. Donc, c'est pour ça que, oui, en effet, ce ne sont pas des seniors. Alors, on a le premier monsieur à gauche, c'est Andy Murray. Andy Murray donc, est tennisman, comme l'indique sa raquette. À 33 ans, il avait des douleurs de hanche qui étaient vraiment très, très importantes. On était déjà passé par plusieurs thérapeutiques, des infiltrations, de la viscosupplémentation, plein de choses. Et il a bénéficié d'une technique chirurgicale qui s'appelle un resurfaçage en janvier 2019. Il a repris la compétition en août et victoire à Anvers en octobre de la même année. Plus de douleur. Le deuxième monsieur, Djibril Cissé, où là on passe sur du foot. Djibril Cissé, il a bénéficié en 2015 d'une prothèse de hanche à 34 ans. Donc même pas encore senior, il avait 1 an de répit. Il a repris la compétition 2 ans après, en 2017. Son souhait, c'était de revenir en Ligue 1 pour atteindre les 100 buts. Bon, malheureusement, il a réussi jusqu'à 96, mais avec une prothèse de hanche, je trouve que déjà 96, c'est quand même pas mal. Tout ça pour dire que finalement, eux, ils y arrivent. Alors, on ne va pas vous dire, je suis aussi dans le service d'orthopédie au CHU, je ne vais pas mettre tout le monde en Ligue 1, d'accord, mais voilà, ce n'est pas non plus la fin de l'activité sportive quand on a une prothèse. Alors, au niveau des prothèses, au niveau de la prothèse de hanche, on a une stabilité de l'âge de la pose de la première prothèse. Par contre, au niveau de l'âge moyen de la première prothèse de genou, finalement, ça progresse. Du fait, malheureusement, de la progression de l'obésité dans la population générale, les genoux sont plus sollicités. Et la première prothèse de genou, maintenant, est posée entre 50 et 59 ans. On a une amélioration constante des matériaux au fur et à mesure des années. Maintenant, on met des prothèses en titane, on peut faire des prothèses personnalisées, donc avec une analyse en 3D qui va respecter justement la morphologie du coureur. Et aussi, au niveau des techniques opératoires, c'est pareil, on va faire de la microchirurgie, on va utiliser différentes voies d'abord, de la voie antérieure, de la voie latérale, de la voie postérieure, certaines qui vont sectionner des tendons, d'autres non. Donc voilà. On a vu au niveau de l'activité physique, alors ça par contre, j'avais mis mon référence d'étude, mais je crois qu'elle a dû passer à la trappe. C'était une étude de tête qui avait été menée, alors c'était une étude multicentrique, c'est-à-dire dans plusieurs sites en France, sur 10 ans, auprès de 846 patients. Et on s'était rendu compte que finalement, les patients qui avaient une activité physique, avant et ensuite après la prothèse, non seulement il y avait une meilleure qualité de vie, une meilleure satisfaction, une meilleure survie globale post-opératoire, et aussi il y avait moins de risques d'infection post-opératoire. Le risque principal quand on a une prothèse, ça va être la fracture sur prothèse, ça arrive, le décèlement, et puis l'usure prématurée, parce que forcément, si on sollicite plus, on s'expose à ce risque, et donc on sait qu'on risque de devoir changer le matériel, même si maintenant, quand je vous parle de durée de vie de la prothèse, on est sur une durée de vie entre 20 et 25 ans de la prothèse. Donc c'est pas non plus à changer tous les 5 ans. Mais
tout ça, c'est pour dire, voilà, c'est l'importance du dialogue patient-chirurgien en préopératoire pour discuter, justement, pouvoir poser les questions, savoir comment adapter l'activité physique, savoir quel type de voie d'abord on va privilégier. Et puis, en effet, sur la reprise du sport, s'encadrer au maximum, que ce soit avec le kinésithérapeute ou avec nos confrères APA, pour justement vous guider dans la reprise du mouvement sans risque de séquelles indésirables. Ensuite, avec mon dos, je dois me ménager, sinon je risque de me faire mal. Alors, au niveau du dos, on a eu en 2021 une revue de la littérature. Alors, une revue de la littérature, en fait, ce que ça veut dire, c'est que vous allez avoir des chercheurs, leur but, ils vont lire le plus d'articles possible. Et après, ils vont en gros faire une sorte de résumé de ce que disent tous ces articles scientifiques. Et donc là, ils ont analysé 21 articles. Et sur ces 21 articles, il y en avait 17 qui mettaient en évidence une réduction du mal de dos et une réduction du risque de blessure chez les sportifs qui renforçaient ce qu'on appelle le corps. Le corps, c'est les muscles posturaux, les muscles profonds de stabilisation. Donc c'était tout à fait pertinent de réaliser une activité physique pour ça. Ensuite, en 2022, il y a eu une analyse justement chez les patients qui avaient mal au dos et ceux qui n'avaient pas mal au dos. Et cette analyse, donc, c'était une analyse de la structure et de la composition des muscles du dos. On s'est rendu compte que les patients finalement qui avaient des douleurs, c'était ceux qui avaient certains muscles, notamment le multifidus. Alors, mince, c'était pas ça que je voulais faire. Désolée, je vous spoil un petit peu. Voilà. Donc, le multifidus, c'est le muscle qui est là, qui va du sacrum jusqu'à l'occiput et qui passe au niveau de chaque vertèbre. Et son rôle, en fait, ça va être d'attacher chaque vertèbre au niveau de sa partie transverse entre elles pour justement générer une fluidité de mouvement. Et se déplacer une vertèbre, non, c'est pas forcément quelque chose qu'on va dire nous en tant que médecins, mais ça va éviter les dérangements vertébraux. Et donc, finalement, on s'est rendu compte que ce multifidus, chez les gens qui avaient mal au dos, eh bien, c'était ceux qui avaient un muscle qui avait une infiltration graisseuse et qui était atrophié, c'est-à-dire qu'il n'était pas spécialement habitué à travailler, il n'était pas renforcé. Et ça, vous pouvez le voir, nous on le voit beaucoup quand on examine les patients en statique, on parle de fonte paravertébrale, on voit que le muscle est assez... je ne vais pas dire mollation, mais ne sort pas en relief. Et à contrario, quand vous voyez des gens qui sont habitués à faire des sports de renforcement, ça va être de la natation, ça va être du pilates, ça va être du yoga, des exercices d'équilibre, finalement, on voit quand même qu'il y a comme une sorte de voussure, de bosse de chaque côté de la vertèbre qui montre que justement, ce muscle-là est régulièrement entraîné, régulièrement sollicité. Et eux, généralement, ce n'est pas pour des problèmes de dos qu'on les voit. Ensuite... on a fait une autre étude, alors pas moi, en 2022, sur des patients qui avaient une hernie discale. Alors, on a classé les patients qui avaient une hernie discale, mais qui n'avaient pas de douleur, et les patients qui avaient une hernie discale, mais qui étaient douloureux. Et on s'est rendu compte que, justement, les patients qui n'avaient pas de symptômes, c'était ceux qui avaient une activité physique. Par contre, l'important, ça va être, comme tout sport, comme tout muscle, d'avoir une technique parfaite pour limiter le risque de blessure. Par exemple, sur de l'haltérophilie, on sait que si on a une attitude de rachis, ce qu'on appelle en SIFO, c'est-à-dire totalement enroulé, ou si on se met sur la pointe des pieds, il y a plus de risque de se blesser au niveau du dos, plutôt que si on travaille bien l'appui, la position du bassin. Et donc, pour ça, c'est très important d'être encadré par un professionnel. Ensuite, il y a cette diapo que j'aimerais bien vous montrer. Alors, par rapport aux histoires de hernie, de protrusion discale, etc. Parce que des fois, on fait des IRM pour une raison X ou Y, et puis on se dit « Oh là là, mais j'ai une hernie !» Et en fait, on s'est rendu compte au niveau d'une étude par les radiologues. Alors, le radiologue, à l'imagerie, son but, il est descriptif. Il dit le mur est rouge, il y a de la moquette par terre, le ciel est bleu. C'est pas de dire « il y a ça, et c'est pour ça que vous avez mal ». Et là, finalement... je ne me trompe pas de bouton cette fois-ci, on se rend compte en fonction de l'âge, donc là c'est des graphiques en fonction de l'âge, là sur ce qu'on appelle la discopathie dégénérative, finalement, vous voyez à 80 ans, 96% de personnes ont une discopathie dégénérative.
Sur ce qu'on va appeler la protrusion discale, c'est pareil, la protrusion discale, sur ce qu'on va appeler la hernie, et finalement, on est à 43% de gens à 80 ans. La dégénérescence lombaire, la dégénérescence facétaire, c'est pareil, ça va être un peu par rapport à l'arthrose. Vous voyez, 83%. Mais ce n'est pas pour autant, là c'est du descriptif. On ne dit pas, vous avez ça, donc vous avez mal. On a des gens qui vont faire partie là de tout ça, qui vont être douloureux. On a des gens qui vont faire partie là des 4% qui ne vont rien sentir. Tout est justement une histoire de différence entre la description et les symptômes. Voilà, là c'est la bibliographie si vous cherchez, si vous souhaitez aller un petit peu plus loin. Et puis maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci beaucoup, docteur Guillemot l'équipé. Comme il est déjà 8h05, je demande tout de suite s'il y a des questions dans la salle. On peut soulever de la fonte à n'importe quel âge alors ? Une question. On peut, sous réserve d'une technique particulièrement surveillée et particulièrement travaillée. Mais oui, on a des haltérophiles seniors en compétition. Alors, en France, ça ne se voit pas énormément, mais évidemment, aux États-Unis, par exemple, on a des haltérophiles en catégorie senior qui soulèvent du 250 en soulevé de terre. Senior, vrai senior, pas 35 ans. Ah non, non, senior, pas 35, non, du vrai senior. D'accord. Une question dans la salle, allez-y, madame. Oui, j'ai appris il y a peu de temps un nouveau mot, la bigorexie. Oui. Ah, la bigorexie, c'est vrai qu'on ne l'a pas cité, ça. Et je pense avoir un membre de ma famille qui a ce symptôme. Oui. Alors, la bigorexie, c'est l'addiction à l'exercice physique. Parce que comme j'en avais parlé un petit peu, ça va libérer justement de la dopamine. La dopamine, on va la voir aussi quand on va, pour les gens qui fument, pour ceux qui vont fumer une cigarette. Et donc, on va avoir un circuit d'addiction qui va se mettre en place dans le cerveau, où le cerveau va devenir dépendant de ce neurotransmetteur. Et alors, comment est-ce qu'on va établir, est-ce que c'est une bigorexie ou est-ce que ça n'en est pas ? Finalement, on va se baser à peu près sur les mêmes critères que pour toute autre dépendance à une drogue, à de l'alcool. C'est-à-dire que l'activité physique va devenir un problème. Va devenir un problème parce qu'il va y avoir un retentissement social au niveau de la famille, au niveau du travail, va avoir un retentissement au niveau physique, où c'est un sportif, par exemple, même s'il s'est blessé de façon assez importante, va malgré tout continuer dans le déni de sa récupération parce qu'il aura besoin. Et avec justement une sensation de culpabilité et d'obnubilation par son activité physique. Trailer. C'est toujours, voilà. Il fait énormément de trail et c'est toujours plus. C'est Diagonale des Fous à Réunion. Enfin là, voilà, c'est vraiment sur la répercussion qu'il va y avoir et au niveau social et au niveau de sa santé. En fait, il a besoin de ça. Il m'a dit, et il a une hantise, c'est de se blesser en fait. C'est ça. Oui. Avec la vie qui va beaucoup tourner aussi au niveau de la pathologie. Alors la bigorexie, comme tout trouble psychiatrique, peut se traiter également en centre d'addiction. Donc après, ça a à voir dans quel stade en est la personne dans son acceptation. Est-ce qu'elle est totalement dans le déni pour l'instant, ou est-ce qu'elle a envie d'une prise en charge ou autre ? Mais en tout cas, ça peut être pris en charge également avec des professionnels de la santé mentale. Disons, moi, je me suis rendu compte de certaines choses. J'avais remarqué, il fait ça depuis 5 ans à peu près, changement de caractère, c'est-à-dire il est très exigeant par rapport à lui-même en fait. Et ça peut être par exemple se priver de sorties entre amis ou en famille. Non, pas ça. Heureusement pas ça. Mais disons, il lui faut absolument courir tout le temps et plus en fait. Voilà, ça a commencé par des marathons. Il y a une escalade généralement. Oui, c'est ça, c'est une escalade. Voilà. C'est vraiment une dépendance. Comme tous les médicaments, finalement, il y a un risque de dépendance et voilà, c'est ça. Oui, une question devant. Ah oui. Est-ce que vous aviez votre réponse d'ailleurs à la question est-ce que c'est la même question que vous allez poser ou Oui. Les effets, les contraintes sont les mêmes. D'accord. Ouais. Bon, donc là, c'était une autre question. Alors, je sais pas, j'ai une autre question. Je reviens à la mort subite du sportif. Est-ce qu'un sportif qui décède d'une mort subite a négligé les différents symptômes qui sont décrits sur le document Les 10 règles d'or
ou est-ce que la mort subite intervient brutalement sans effet connu avant? Dans 5% des cas, on ne trouve rien du tout. Pas d'antécédents, pas de signe avant-coureur, voilà, pas de plainte. À l'autopsie aussi également. Donc on ne trouve rien dans 5% des cas. Voilà. Mais dans 95%, oui. Il y avait une symptomatologie ou des circonstances favorisantes. On peut avoir, parce qu'on dit justement, enfin on parle de muscles cardiaques justement dans le contexte de la mort subite, mais on peut avoir des patients de 40 ans par exemple, qui vont nous décrire à l'effort des douleurs de type sciatique et qu'on ne va pas forcément réussir à soulager. Et en fait, finalement, on se rend compte que ce sont des patients qui commencent à boucher leurs artères, mais au niveau des jambes. Et ça fait une fausse sciatique. Mais sauf que s'ils étaient sédentaires, on ne s'en rendrait pas compte, mais vu qu'ils mobilisent plus leur vaisseau lors de l'activité physique, ben justement, ça provoque ce type de douleur de façon précoce. Une question devant, monsieur, allez-y. Oui. Je voudrais savoir, donc, après une activité sportive normale, on va dire, quels sont les apports en glucides et en protéines? Alors, donc, chez la personne âgée, on va être sur 60 grammes de glucides après, justement dans les 3-4 heures, 60 grammes par heure, 40 grammes de protéines. Et puis après, ça va être en termes de récupération, surtout hydrique et minéraux. On conseille l'alternance entre justement la boisson d'effort qui a été consommée donc, pendant l'effort et une eau justement assez minérale du type ceinture pour refaire l'équilibre. D'accord. Alors, en restant évidemment sur des apports plutôt sain, l'apport protéique, plutôt le bouillon de poulet avec des pâtes plutôt que le Big Mac. Big Mac et rillettes, c'est plutôt à proscrire. Voilà, j'ai compris ça aussi. Globalement, après une activité physique, le repas qui suit une activité physique doit comporter un féculent. On peut dire globalement ça. Et doit pas être un gros repas. Le repas d'après, ensuite, oui. Mais le repas qui suit une activité physique est moyen. Il est équilibré et surtout, il doit comporter un féculent. Moi, je suis suivi par une diététicienne du sport et elle m'a conseillé, en fin de compte, juste après l'effort, de prendre un yop sucré. Juste après, et après, bien sûr, je bois régulièrement, mais voilà, c'est... Tout à fait. Le laitage sucré, immédiatement à l'arrêt de l'activité physique, c'est quasi la seule étude qui a prouvé l'amélioration de la récupération musculaire. C'est ce qu'elle m'a dit. Ouais. Voilà. Donc juste après, faut prendre tout de suite après. Oui. Vous avez dedans de la protéine et du sucre. C'est même mieux l'hyperprotéiné en fait. Donc l'idée c'est de prendre le yop et de rajouter encore un sachet de protéines de lactée dans le yop. C'est dans l'étude, le laitage, il est hyperprotéiné sucré. D'accord. Bon. Voilà. Donc c'était que peut-être que le fromage blanc, ça serait mieux, puisqu'il y a environ 10 grammes de protéines. Oui. Voilà. Mais en récup immédiate, oui, c'est intéressant. Et le féculent, après, c'est contre-intuitif, parce qu'évidemment, on le sait avant, on sait que voilà, ça c'est vraiment le truc qu'on entend beaucoup, mais après... Ça, il faut reconstituer les stocks de glycogène, voilà, c'est ça l'idée, qui sont dans le muscle et le foie. Voilà. Ouais, après, ça dépend de la durée de l'activité physique et de l'intensité. Ouais. Voilà. C'est une question derrière, là-bas. Il y en a deux. Non, allez-y, monsieur. Tout d'abord, je vous remercie d'avoir mis une photo de moi en vacances. Merci de m'avoir habillé, c'est quand même plus sympa. En revanche, je voulais avoir votre avis en tant que professionnel de santé quant au paradoxe de notre société moderne où on sait maintenant, les études ont montré que les enfants ont un physique un peu de chips, si je peux me permettre, que les capacités physiques sont en décroissance. Quelle est votre sens ? Est-ce que vous êtes désabusé, résigné, surpris, en colère, indigné par rapport au fait que maintenant, on sait que l'effort physique, l'activité physique adaptée est nécessaire, vitale, mais pour le physique, pour le mental, etc.
Et on voit l'alimentation qui est de pire en pire. On voit qu'on prône maintenant la mobilité douce, que j'appellerais mobilité molle. Pour faire 2 km, on va prendre une trottinette électrique en libre service. Je voulais avoir votre avis par rapport à ça. Alors, mon avis, c'est qu'on est là pour informer les gens. Tant qu'il n'y a pas de prise de conscience de façon individuelle, on ne peut pas les forcer. Il y a certaines choses qui sont mises en place. Normalement, voilà, chaque menu scolaire est étudié par une diététicienne. Donc déjà, on peut se dire que quand ils mangent à l'école, ils mangent normalement plutôt équilibré. Certaines écoles ont mis en place, je crois, depuis cette année, le dispositif où ils font 30 minutes de sport par jour, ce qui est quand même un petit peu mieux, enfin, qui est déjà mieux que rien du tout. On va avoir une promotion normalement aussi, mais là c'est pareil. Après, on ne va pas rentrer dans des débats de société. C'est pas forcément à l'école de faire le travail des parents, mais une sensibilisation, Nutri-Score, etc., qui est fait à l'école. Le problème, c'est que les enfants d'aujourd'hui ont des parents. Leurs parents ont déjà glissé dans l'hygiène de vie. Donc c'est une histoire d'éducation. Donc c'est compliqué. En consultation, on a des enfants, en effet, on voit très bien le résultat, mais les parents sont pareils. Donc c'est difficile de faire passer le message parce qu'on a un glissement de 2 ou 3 générations là maintenant sur la dégradation de l'hygiène de vie. J'ai par exemple, ça me vient en tête, une jeune maman de 25 ans qui a 2 enfants, qui vient en consultation pour un sujet X ou Y. C'était pas bien compliqué, la consultation. Du coup, j'en profite pour parler d'activité physique et de la prise en charge sans l'offusquer. Donc, en plus, on fait attention aux mots qu'on utilise. Du poids, voilà. Mais elle m'a répondu net, mais je vais très bien, mais il n'y a pas de problème. Donc, ça s'est arrêté là. Voilà. Après, et les 2 enfants sont aussi en surpoids. Après, ce qu'on essaie de faire également en tant que médecin du sport, c'est de lever les idées reçues du côté pédiatrique. On reste encore sur parfois des personnes qui vont entendre ou qui vont avoir retenu « Ah, mais il est asthmatique, il ne peut pas tout faire ». Ou « Ah, ben, il a une scoliose, il peut pas faire de sport, ce qu'on appelle unilatéral, du tennis et autre ». Et en fait, le but, justement, c'est d'expliquer que non, justement, bien encadré avec un traitement adapté, toute activité physique va être bénéfique, que ce soit au niveau pulmonaire ou que ce soit justement au niveau de la scoliose, par exemple. Et on a, après, à l'échelle départementale, on a un de nos confrères qui est retraité, qui était chirurgien cardio-thoracique, qui essaie de promulguer une étude qui s'appelle PEPS, si vous voulez aller regarder sur Internet. Je crois qu'ils ont fait un site, justement, pour inciter les jeunes filles en âge de collège et lycée à exercer une activité physique. Il y a beaucoup d'actions qui sont réalisées. La réintroduction de l'activité physique à l'école primaire pour les enfants. Je pense que ça porte ses fruits parce que également à l'école, tout enfant est considéré comme apte à l'éducation physique et sportive. Donc aujourd'hui, on est censé ne plus faire de certificat de contre-indication, mais on fait des certificats d'inaptitude partielle, parce qu'on a la pression des parents. Ah, mais mon enfant, il fait de l'asthme, je veux pas qu'il... Il peut pas faire de sport à l'école. Il faut tenir bon. Et puis, l'académie a produit des certificats qu'on peut télécharger. Et on note une inaptitude partielle en précisant que l'enfant peut juger s'il s'arrête quand il est trop essoufflé. Voilà. Et on met des précautions sur le certificat pour toute l'année scolaire. Et pas le couper des cours de sport. Il y a d'autres choses. C'est dingue, ça. Oui, il y a des avancées quand même. Une dernière question au fond, et puis après, on va arrêter quand même. Il est 20h15. Oui, juste, est-ce que vous pouvez revenir sur le risque qu'il y a à ne pas boire pendant un effort modéré? Je pense à la course à pied, si on court pendant 3/4 d'heure. Je n'ai pas trop compris à quoi on s'exposait en ne buvant pas pendant ce type d'effort. Alors, notre corps est composé de 60% d'eau. Donc déjà, quand vous faites une activité physique, il y a une perte dans la transpiration, la chaleur, parce que là, on dégage une certaine chaleur. Et pour que la centrale énergétique musculaire fonctionne correctement, et ça c'est prouvé par la science,
il faut apporter régulièrement une boisson sucrée. Le sucre va rentrer dans, comment dire, le fonctionnement du cycle de Krebs de la centrale énergétique. Ce qui va permettre d'épargner des substrats, en fait. Voilà, donc c'est bien prouvé biochimiquement et scientifiquement. Sur des déshydratations, on va dire en extrême, ce qu'on a toujours un petit peu en hantise sur des événements sportifs, ça va être ce qu'on appelle l'hyperthermie maligne d'effort, c'est-à-dire sur une déshydratation importante et une perte importante de sel, on va avoir finalement la température du corps qui va s'élever parfois à plus de 40, des troubles de conscience. Et c'est gravissime, hein. On peut tout à fait en mourir. Le stade d'après, c'est le coma. Et alors, quand on pense hyperthermie maligne d'effort, on se dit non, mais ça, c'est si tu vas courir en plein soleil au mois de juillet. Non, on est habituellement, c'est nous qui faisons l'encadrement du marathon de Poitiers. Même à 25 degrés, on a des gens qui se déshydratent et qui ne sont pas forcément très bien. Et qu'on doit réhydrater en perfusion après au poste avancé. Les recommandations de la boisson d'effort, la quantité, c'est de 500 ml par heure d'activité d'endurance. Donc je parle d'activité d'endurance soutenue. Avec une prise de 3-4 gorgées tous les 20 minutes, tous les 15 minutes. C'est-à-dire qu'au bout d'une heure de footing ou d'activité d'endurance modérée, il y a déjà eu une consommation de 500 ml. À partir d'une heure d'activité, on continue l'hydratation, mais il faudra manger un peu du solide, de pâtes de fruits ou autre. Voilà. Ça, c'est bien ces conseils pratico-pratiques. On arrête là. On arrête là. Merci à vous, Dr Mille. Merci à vous, Dr Limol-Équipé, de votre présence. Peut-être il y aura des gens qui viendront vous voir encore là à la fin, 5 minutes, pour vous poser 2-3 questions, c'est possible. Là, avant que vous partiez, je vous signale, donc, n'oubliez pas l'expo qui démarre le 8 mars sur le corps en mouvement. Le supplément, l'actualité Nouvelle-Aquitaine qui est sorti, là, il est dispo en vente là-haut, sur pareil, le thème du corps en mouvement. Le marathon de Poitiers, c'est le 14 avril. Ça, je le glisse comme ça. Et il y a aussi un autre truc que je veux... Ah oui, le prochain rendez-vous, c'est le 11 avril. Le prochain rendez-vous, c'est le 11 avril, ici, pour l'Info Santé. Les technologies pour se remettre debout. On verra ça quand ça arrivera. Merci à vous de votre attention et bonne soirée.